personne pour l'instant. Alors, donc, on va bientôt commencer. On va voir que les gens se connectent. Merci. OK. Donc, on va bientôt commencer. Alors, bienvenue tout le monde. On commence? Oui. Non? Oui. Bon, cette conférence va être enregistrée. Vous avez tous les liens pour nous suivre et tout sur le chat. Donc, si vous voulez suivre la conférence à un moment sur Instagram ou où vous voulez, vous pouvez le suivre par Zoom ou Instagram. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette conférence Le vent dans l'étoile, une histoire de peinture et d'aventure avec Samuel Gagnon. Je m'appelle Paula Casillas, je suis responsable des communications chez les Récollets Bâtisseurs, un organisme à but non lucratif qui donne des conférences chaque mois. Et je suis aussi la fondatrice de Street Art in Action, la plus grande communauté active d'artistes urbains qui transforment l'espace urbain. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'honneur d'accueillir Samuel Gagnon, un jeune artiste peintre nomade qui va nous plonger dans son univers de création à travers la présentation de son nouveau concept, Le vent dans l'étoile. Donc bienvenue Samuel. Et Merci. bon, avant de commencer, on a décidé de vous mettre une petite vidéo introductive. On ne sait pas si tous, vous l'avez vu tous, on l'a partagé dans nos réseaux sociaux et tout. Donc, merci vraiment à Radio-Canada et Nadia Rose, car c'est eux qui nous les ont prêtés pour pouvoir les partager aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous mettre la vidéo. Je ne suis pas tant un artiste engagé. Je suis un artiste qui veut juste avoir du fun et être bien. Cheers! En ce moment, ce que je veux, c'est vivre des expériences, puis avoir du fun surtout. Si je peux vendre des toiles, tant mieux, parce que c'est ce qui me permet de faire mes voyages puis de payer mes voyages. Fait que je me suis dit, premièrement, ça serait bon de peindre le Québec parce que j'adore le Québec. Puis avant de commencer à aller peindre partout dans le monde, premièrement, j'ai pas le budget pour. Puis deuxièmement, je trouve que c'est pas une bonne idée en ce moment avec la COVID. Mais c'est dans mes plans futurs. Puis actuellement, ça va être de peindre le Québec. J'ai comme une grille dans ma vanne pour mettre toutes les toiles, puis j'ai taille rap pour pas que ça bouge. C'est pas mal ça mon concept. Je dors dans ma vanne. Il n'y a pas d'itinéraire. Je me donne vraiment un spot général. Mettons la Haute-Gaspésie. Fait que là, le matin, je me lève tôt. Je m'en vais faire la Haute-Gaspésie d'un bord, à la recherche d'un paysage qui m'inspire. Puis, je le refais dans l'autre sens. Puis là, je vais à l'endroit qui m'inspire le plus, puis je peins sur place. Après ça, quand je peins, souvent, je vais vite parce que au début, je fais ma composition, puis je veux que les ombres et lumières soient distribuées à bonne place au début, pour pas parce que vu que le soleil change de place, ça va tout changer mes ombres après. Je suis pas tant dans le commentaire artistique, je suis plus dans le résultat. Fait que j'y vais. Tu sais, je me laisse aller complètement. Moi, j'ai décidé de devenir artiste peintre, là, ça fait à peu près 1 an. Ça fait 13 ans que j'en fais. Puis ça fait 1 an que j'ai changé de domaine. Puis c'est pour plus être stressé. C'est pour vivre ma vie, être heureux. Fait que je fais des toiles. S'il tombe pendant qu'il y a du vent, de toute façon, le concept s'appelle le vent dans les toiles. Fait qu'il faut bien qu'il y ait du vent dans les toiles. Fait que quand ça tombe, ça fait partie de l'histoire. Il y a de la terre des fois sa peinture, ça fait partie de l'histoire de la peinture. Ce que je veux offrir, ce que je veux qui transcende mes toiles, c'est pas juste, je veux pas que ce soit juste une peinture, je veux que ce soit une aventure. Le but, c'est de trouver un endroit où rester un jour. Fait que là, je vais être nomade pendant les prochaines années. Je vais me promener partout au Canada, peut-être aux États-Unis que ça va être possible. Fait que je me cherche mon spot, je vais être sûr d'avoir un endroit que je peux rester puis que je suis bien dedans. Fait que c'est un peu ça le but de mon voyage, c'est très spirituel.
je te dirais que dans ma recherche du bonheur, je trouve au quotidien mon bonheur. Fait que, je suis vraiment bien. Ici, Est du Québec. Bon, merci, merci. J'espère que vous avez bien aimé. Et maintenant, je vais laisser la parole à Samuel pour qu'il nous parle et il fasse cette merveilleuse conférence. J'espère que vous allez bien profiter. Bonne conférence à tous. Bon, ben, bonjour tout le monde. Pour être honnête avec vous, là, on va tout de suite casser la glace en disant que c'est ma première conférence. Puis que ça se peut que ça se peut que je sois pas le meilleur conférencier parce que je viens de commencer. Fait faut me laisser une petite chance, mais le but, ça va être que ce soit plaisant. Puis, j'ai quand même un texte, fait que ça se peut que je lise un peu mon texte des fois, mais c'est quand même 1 heure, donc je veux pas, puis je suis un peu stressé, fait que je veux pas dire n'importe quoi, c'est pour ça que je suis là. Donc, bonjour à tous, puis j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, mon but, ça ne sera pas de vous présenter mes œuvres. Pour ça, il y a Instagram puis il y a Facebook. De toute façon, c'est pas de ça que je veux parler. Si vous avez des questions plus techniques, ça va me faire plaisir. Ça me fait plaisir d'y répondre à la fin. Je viens juste de passer à quelque chose. Pour les gens qui trouvent que je ne regarde pas nécessairement, parce qu'il y a 2 écrans en ce moment, il y a le Instagram Live puis il y a le Zoom. Donc ça se peut que je ne vous regarde pas nécessairement tout le temps. Ou ça se peut que je sois en train de lire mon texte. Mais c'est pour ça que ma tête va un peu de tous les côtés. Vous allez remarquer. Bon, c'est ça. Bon, je me répète en plus. Bon, pour commencer, j'invite tout le monde à se prendre le temps de s'ouvrir une petite bière si ce n'est pas déjà fait. Ce soir, on prend ça chill, même si j'ai plusieurs sujets un peu lourds à aborder. Juste vous dire, dans mon cas, c'est de la bière sans alcool. Quand je me suis fait proposer de faire une conférence, j'avais juste vous dire aussi, si jamais il y a. Excusez, je vais m'écarter, mais si jamais il y a un problème de son, pas là, juste me faire des signes, parce que je ne regarde pas tant l'écran, fait que juste à me dire. Quand je me suis proposé de faire une conférence, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur que j'ai toujours eu d'ailleurs dans le domaine artistique. Mais après, je me suis dit, tout le monde peut donner une conférence. Le but, c'est que si certaines personnes peuvent se sentir interpellées par mon histoire, et que ça peut les aider d'une façon ou d'une autre, alors tant mieux, même si c'est juste une personne. Si ça provoque d'autres personnes, puis ça les amène à se questionner sur différents sujets, encore tant mieux. Moi, je considère que c'est ça le rôle d'un artiste. Mon but aujourd'hui, ça va définitivement pas être de plaire à tous. J'ai fini de me conformer. C'est d'être le plus authentique que possible. J'ai quand même filtré un peu mes propos pour les petites oreilles sensibles à l'écoute. Mais de toute façon, j'ai remarqué avec le temps que tout se dit dans la vie tant que tu as le sourire d'en face. Je vais donc débuter par vous parler un peu de moi afin de vous mettre en contexte de comment j'en suis venu à choisir un mode de vie marginal. Je vais d'abord vous décrire mon évolution personnelle dans une sorte de chronologie biographique. Ensuite, je vais décrire comment certains moments plus difficiles que j'ai vécus m'ont amené à entrer en conflit avec le système de valeurs inculquées, puis qui m'a amené à une sorte de crise, une crise dans la construction de mon individualité. Finalement, je vais parler de l'aboutissement de mon cheminement qui consiste en la construction de mon propre système de valeurs, de comment je tente concrètement d'appliquer ces valeurs-là, puis d'opérer une différence sur ma communauté, puis de mener à terme mes projets. Cette partie-là va prendre environ la moitié de la conférence parce que c'est une partie qui est très importante pour vous. Pause de bière. Ensuite, je vais parler de mon parcours artistique et de ma démarche artistique à travers les expériences que j'ai vécues plus récemment. Je vais terminer en parlant des péripéties que j'ai eu la chance de vivre en Gaspésie, puis je vais vous parler de mes projets à venir en tant qu'artiste. Fait que, let's go, on start ça. J'ai tout le temps été une personne différente. Ceux qui me connaissent le savent. Ce qui a beaucoup joué sur mon estime de moi jusqu'à l'université. Il y a 2 ans, j'aurais jamais cru être capable de faire une mini-conférence devant des gens que je connais, qui me regardent et qui jugent chacun de mes gestes et paroles, parce qu'on va se le dire, c'est ça que la majorité des gens font. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel fuse qui a brûlé dans mon cerveau,
Mais je me détache de plus en plus de ce que les gens pensent de moi. Ça me fait réaliser des choses qui me rendent fier d'être différent. Et en conséquence, ma confiance, ben, elle augmente. Mon art, ben honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre. Je vais en parler quand même grossièrement, mais ma conférence n'a pas simplement pour but de présenter ce que je suis. Je n'ai jamais compris pourquoi certains artistes sont mieux placés dans une hiérarchie que d'autres. Le talent tel qu'on le perçoit, il est très subjectif. Je sais que certaines personnes et artistes jugent du talent d'un autre artiste par la qualité d'application de sa technique. Est-ce qu'il est capable, par exemple, de dessiner un portrait hyper réaliste? Est-ce que les couleurs utilisées ont une certaine cohérence entre elles? Pour d'autres, le talent se révèle par leurs commentaires artistiques. L'artiste pourrait aller jusqu'à placer un urinoir dans le centre d'une pièce vide, puis élaborer un commentaire par rapport à son œuvre, puis c'est ce commentaire-là qui va lui donner sa valeur artistique. Dans tous les cas, moi, je pense que l'important, c'est que l'art amène la personne qui en est témoin à se questionner, puis c'est pour ça que je ne jugerai pas aucune de ces différentes approches-là. Personnellement, j'étais plus dans le résultat que dans le commentaire, comme j'ai dit dans l'entrevue, mais désormais, j'axe mon commentaire artistique sur l'histoire que j'ai moi-même vécue avec chaque peinture créée, parce qu'au final, je l'ai fait pour mon propre plaisir, les toiles, puis du plaisir, j'en ai pas mal. Fait que j'ai remarqué avec le temps que le talent n'a rien à voir avec la popularité de l'artiste. Je serais curieux de connaître le nombre de génies qui restent dans l'ombre par choix ou qui n'ont simplement pas la visibilité nécessaire pour pouvoir percer. Parce que pour percer dans le monde actuellement, il faut absolument apporter quelque chose de nouveau, de révolutionnaire. On le voit par exemple dans l'émission Dans l'œil du dragon. Si tu n'as pas quelque chose de nouveau à proposer, les gens ne s'intéresseront pas à toi. Je voyais une publicité hier, puis c'était un nouveau rasoir chauffant de Gillette, j'aurais pas dû dire de marque, mais un nouveau rasoir chauffant qui est confortable et doux pour ta petite peau fragile. Mais tu sais, le bon vieux rasoir à pioche, il fait la même job, puis si tu payes de qualité, si tu en achètes un de qualité, il va durer pas mal plus longtemps que le rasoir chauffant. Puis dans le pire des cas, tu auras la peau irritée pendant une journée ou deux. C'est pas ça qui va te tuer. Fait que j'ai quand même remarqué que j'avais un léger conflit de valeur en me demandant si mon concept un peu farfelu, c'était pour avoir de la visibilité. Est-ce que j'étais en train de corrompre certaines de mes valeurs pour pouvoir percer en offrant quelque chose de nouveau? Mais après réflexion, je me suis dit que je fais clairement pas ça pour percer. Je fais juste ça parce que je suis quelqu'un qui essaie généralement d'être original, puis que ça va me permettre d'atteindre mon rêve. Soit mon rêve, soit celui de rencontrer du nouveau monde, peindre, puis voir des paysages extraordinaires. Même si la fin ne justifie pas les moyens, à mon avis, je crois quand même qu'il va me falloir beaucoup de visibilité si je veux atteindre mon objectif de redonner à ma communauté. Puis c'est pour ça que je vais quand même mettre beaucoup d'énergie sur les réseaux sociaux. Mais si je veux continuer à me respecter là-dedans, parce que j'ai une grande haine envers les réseaux sociaux qui apportent beaucoup de négatifs sur le plan de l'hypersexualisation, la désinformation, la cyberdépendance, le narcissisme, etc. Si je veux continuer à me respecter là-dedans, ça va être en continuant de partager des messages qui me tiennent à cœur et qui peuvent peut-être inspirer certaines personnes. Pour récapituler, l'art, c'est juste une excuse pour faire passer un message. Puis ça, je m'en suis rendu compte seulement cette semaine. C'est vrai que je veux de la visibilité, puis que les followers sur Instagram sont maintenant rendus importants, mais c'est pour arriver à toucher le plus de gens possible avec mon message. Je me suis souvent fermé la gueule, excuse, je pense que je ne suis pas trop vulgaire, mais je me suis souvent fermé la gueule quand je n'étais pas d'accord avec les gens ou que je trouvais tout absurde. Donc, j'ai beaucoup puisé dans l'humour pour faire passer des messages par peur que les gens trouvent qu'ils me prennent pour une autre personne. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'être Bill Gates, ni Elon Musk, ni d'être un artiste pour pouvoir passer un message. On peut tous changer individuellement notre philosophie de vie et avoir un réel impact sur le monde. Je pense que c'est le temps d'être cohérent dans nos actions et propos, puis que ces actions-là soient plus significatives. Le vrai problème, c'est que l'humain, dans le contexte social actuel, il est devenu égocentrique. Là, je vais rentrer
très de surface, mais un petit peu plus dans la philo. Fait que je veux juste l'avertir, les gens que ça intéresse moins, vous pouvez vous boucher les oreilles. Mais bref, le vrai problème, c'est que l'humain, dans le contexte social actuel, est devenu égocentrique. Il faudrait savoir si c'est sa réelle nature ou si c'est nous qui avons fait en sorte qu'il soit devenu ainsi. Mais moi, je pense personnellement que l'humain est fondamentalement bon, puis que c'est le manque de ressources qui fait en sorte que la performance issue de la compétition et de la comparaison est devenue une norme. Puis ce manque de ressources-là, il est surtout entretenu par la surpopulation qui est nécessaire et profitable à un système capitaliste. Je vais utiliser la théorie du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, un philosophe que j'adore, pour revenir sur ce que je viens de dire. Pour faire vite, la compétition pour les ressources, qui peuvent être de l'argent, de la nourriture ou même de la visibilité en tant qu'artiste, elle est présente parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Quand il y en a assez pour tout le monde, il y a quand même des inégalités dans leur distribution, mais l'humain ne s'en aperçoit pas parce que ça ne brime pas sa liberté d'aucune façon. Autrement dit, l'humain n'a pas intérêt à se comparer aux autres dans l'état de nature. Mais à l'inverse, à l'état civil, il y a désormais de la compétition entre les humains parce qu'on se rend compte de la présence des inégalités, puis c'est la comparaison qui nous fait réaliser. Dans la société, on cherche à être supérieur aux autres, étant donné qu'il y a un avantage à l'être. En d'autres mots, nous nous dépravons moralement parce que notre amour de soi est remplacé par de l'amour propre. L'amour de soi, en gros, ça représente notre volonté de préserver notre vie et de prendre soin de nous-mêmes au moment présent sans nécessairement nous projeter dans l'avenir. Alors que l'amour propre, lui, représente justement l'aspect vaniteux des humains qui fait en sorte qu'ils veulent être meilleurs que les autres. De mon côté, je pense qu'il existe une sorte de bonne compétition qui permet de conserver son amour de soi. Par exemple, en tant qu'artiste, on peut vouloir se comparer aux autres artistes dans le but de gagner quelque chose pour soi et non dans l'objectif d'écraser son compétiteur. Par contre, la comparaison peut être nocive pour l'estime de soi si elle n'est pas appliquée de la bonne façon. En psychologie sociale, on dit que si on se compare au plus faible, on aura alors un ego surdimensionné, ce qui fait qu'on ne s'améliorera jamais dans le domaine qu'on veut améliorer parce qu'on n'a pas de modèle. L'estime de soi va être très bonne en revanche, mais après un certain temps, le développement de la personne va stagner tout simplement. À l'inverse, si on se compare à des gens qu'on considère grandement supérieurs à nous, ben notre estime de soi va diminuer et notre motivation à travailler pour nous améliorer va être très faible. On va simplement se dire « Ah, pas cas, je suis pas bon, je suis pas capable ». Le mieux, c'est de faire deux choses. Soit se comparer à une personne du même calibre que nous, mais légèrement supérieure, ou avec un style légèrement différent du nôtre, si on parle d'art, par exemple. Puis alors, la tâche de nous améliorer n'aura pas l'air d'une montagne à franchir. Puis si on n'est pas à l'aise de se comparer aux autres, c'est de se comparer avec nous-mêmes, avec ce que nous faisions auparavant, puis de constater les progrès. En adoptant ce type de comparaison sociale-là, on conserve une volonté de prendre soin de nous-mêmes, ce qui fait place à l'amour de soi et non à la dépravation morale ou à l'amour propre que je parlais tantôt. Tout ça pour dire qu'actuellement, la comparaison sociale que j'observe dans le monde, elle n'est majoritairement pas saine et elle mène à la nécessité de performer. C'est le cas au niveau mondial entre les pays, entre les compagnies, entre les systèmes politiques, puis entre les individus. Pour être le meilleur au lit, le meilleur au travail, le meilleur dans tout, puis regardez ce que ça fait la comparaison. Ça crée des groupes qui deviennent des clans, puis qui, pour une raison quelconque, ont le besoin de rabaisser les autres groupes en les rendant déviants pour remonter le leur, alors qu'au fond, on est tous semblables. Toutes les religions ont à la base un message de paix et d'amour qui s'est déformé avec le temps parce que les gens qui les promouvaient avaient des intentions de pouvoir. Les inégalités sociales sont donc loin d'être réduites par le système capitaliste actuel. Ce n'est pas en faisant des petites actions qu'on va arriver à changer quelque chose, selon moi. Mais ce que je deviens émotif, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. À vrai dire, je crois qu'il faut changer les mentalités des gens qui en font partie parce qu'ils sont inaptes actuellement à accepter le changement. Selon moi, il faut modifier la façon dont nous éduquons nos enfants de sorte que leur mode de vie se rapproche d'un mode de vie que je considère sain.
Autrement dit, il faut éviter la dépravation morale de nos enfants qui ont actuellement pour la plupart des modèles d'amour-propre et non d'amour de soi. Je comprends tout à fait les parents de vouloir préparer les enfants à un monde effroyable de compétition, parce qu'ils veulent le meilleur pour eux. Mais si on conserve cette mentalité-là, on participe individuellement à la conservation d'un carcan. Je pense que le système capitaliste actuel amène les gens à poser des gestes conformistes qui ont parfois des conséquences plus importantes sur leur vie qu'ils peuvent l'imaginer. C'est bientôt fini pour ceux qui sont tannés d'entendre parler de philo. Mais là, ça va être la partie plus concentrée philo. J'aimerais ça, je vais juste redire, dans le fond, c'est que je pense que le système capitaliste amène les gens à poser des actions conformistes. Ça a des conséquences sur leur vie. Puis j'aimerais prendre le temps ici de dire que nous faisons tous et toutes partie d'un système qui nous pousse à nous conformer, puis que ça fait longtemps qu'on intériorise ces valeurs-là, de ce système-là. C'est donc très difficile de s'en défaire complètement. C'est un travail constant, un but jamais réellement atteint. C'est pour ça qu'il ne faut pas adopter une attitude moralisatrice sur quiconque, ce que j'essaye d'améliorer le plus possible, puis que j'ai énormément de difficultés à faire. Puis une grande femme m'a dit hier, écoutez ça, c'est très beau, il faut tourner notre colère vers le moule plutôt que ceux qui se sentent forcés de s'y conformer. J'adore. Bref, il faut pointer le doigt sur le système à déconstruire plutôt que sur les individus eux-mêmes, parce que les individus ne consentent pas généralement de manière éclairée à ces valeurs-là. Ils ne se rendent pas vraiment compte des effets pervers de ce à quoi ils contribuent par leurs actions, ni du non-sens du système. Puis ça, une raison à ça, c'est que les gens ne prennent pas le temps de s'interroger sur eux-mêmes. La question qu'on devrait plus se poser, selon moi, c'est quelles sont les motivations derrière mes choix? Si la réponse honnête, c'est pour l'argent, pour le statut social, pour le fame, bien, tes actions sont motivées par une mentalité à laquelle mène le système capitaliste actuel. Depuis que j'ai l'âge de réfléchir, que je m'intéresse sans vraiment le savoir au domaine de la philosophie, la sociologie et la psychologie, en me posant des questions sur les rapports sociaux et en pratiquant l'introspection. Ça m'a apporté des problèmes au secondaire parce que je me sentais complètement différent de tout le monde. J'ai donc extériorisé cette colère-là envers les autres en m'en prenant au plus faible. Excusez, j'ai de la misère à parler de ça, mais j'ai décidé d'être authentique aujourd'hui. J'ai honte de le dire, mais j'étais un intimidateur psychologique pendant les 3 premières années de mon secondaire. Au secondaire, c'est là que tu peux observer la corruption de l'âme des jeunes qui commencent à avoir accès à des concepts que les adultes véhiculent comme la violence, le sexe, l'alcool, la drogue. Mais à cet âge-là, tu n'es pas nécessairement outillé psychologiquement et en termes d'expérience pour faire les bons choix. Personnellement, je vivais des moments difficiles, puis j'ai décidé de tout recracher mon mal-être sur les autres pendant les 3 premières années de mon secondaire. Tu as l'impression d'être le plus fort quand tu rabaisses les autres, mais au fond, c'est toi le plus faible. Puis je tiens à prendre l'opportunité pour m'excuser de nouveau auprès de tous ceux que j'ai pu blesser, même s'il est trop tard pour faire une différence aujourd'hui. J'en ai pris conscience en secondaire 3-4, puis j'ai commencé à travailler sur moi à partir de ce moment-là. Du moins, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de faire du mal aux autres. Par contre, j'ai continué à ne pas faire attention à moi. Mon objectif, c'était de gagner ma vie. Devenir médecin, pharmacien ou dentiste. Est-ce que quelqu'un a déjà pris le temps de réaliser à quel point l'expression « gagner sa vie » ne fait aucun sens? On ne devrait pas avoir à gagner sa vie. Gagner sa vie, ça sous-entend qu'il faut faire un sacrifice pour mériter sa retraite. Qu'on gagne littéralement parce qu'il faut accumuler assez d'argent pour se rendre là. C'est donc dire que la retraite, les moments plaisants de la vie, nos passe-temps, les fins de semaine, etc., ça, c'est notre vie, puis le reste, c'est considéré comme un sacrifice. Si ce sacrifice-là, il est pour le bien commun, en redonnant quelque chose à la communauté de manière volontaire, je ne le considère pas comme un sacrifice. Mais s'il faut aliéner nos projets et notre individualité pour un système dans lequel nous nous sentons oppressés puis qui nous demande de nous oublier pour le bénéfice d'une minorité,
Moi, ça, j'appelle ça un sacrifice. C'est pour ça que je déteste le terme gagner sa vie. Comme vous l'aurez deviné, je ne suis pas un très grand fan du système sociétal actuel basé sur un capitalisme sauvage. La raison principale, c'est que le capitalisme fait croire que toutes ses bases reposent sur la méritocratie. Un système méritocratique, c'est un système dans lequel, si tu travailles et tu mets les efforts nécessaires, tu vas accéder à une certaine forme de pouvoir, une position, un statut, un salaire, etc., que tu mérites. Je trouve que l'idée est intéressante en théorie. Par contre, la méritocratie est totalement illusoire dans le système, dans le régime capitaliste actuel. Premièrement, on ne décide pas de l'héritage culturel et monétaire qu'on reçoit lorsqu'on est, puis on décide encore moins du pays dans lequel on est. Fait que les Kim Kardashian et les Paris Hilton de ce monde, moi, je pense personnellement qu'elles n'ont pas mérité leur fortune. Puis même si quelqu'un vient d'une famille de classe moyenne et qui a réussi à créer un empire, il n'a quand même pas eu les mêmes chances de développer une entreprise que le petit gars de 5 ans en Inde qui écaille des cachous pour 3 cents de l'heure. Lui, si ça lui tente de se partir une compagnie, pas sûr qu'il va être capable. Par contre, on ne peut pas blâmer une personne d'être privilégiée. Moi-même, j'ai été très privilégié, je le suis encore. Ce qu'on peut faire, c'est de blâmer les gens sur les choix qu'ils font une fois qu'ils sont conscients du problème. En or, on constate aussi ce problème. Si tu as bien des contacts, tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur des talents ni le plus beau des messages pour avoir du succès. Le mérite n'est pas toujours possible, peu importe le domaine dans le système actuel. Puis si tu es sur l'aide sociale, puis que dans ta famille, ce n'est pas nécessairement valorisé d'aller à l'école, tu n'as clairement pas les mêmes chances non plus d'aller à l'école et de faire de l'argent plus tard. Donc, tout ça pour dire que j'ai constaté ça assez jeune, puis ça m'a complètement levé le cœur. J'ai quand même essayé de me fermer les yeux sur le problème parce que je me sentais impuissant face à la situation. J'ai donc continué à participer indirectement à des phénomènes ignobles comme la fast fashion puis l'obsolescence programmée, deux concepts créés et encouragés par le capitalisme pour rendre nos biens désuets avant qu'ils soient plus fonctionnels, ce qui mène d'ailleurs à la surconsommation. Fait que j'ai aussi laissé de côté mes amis pour le cégep. D'ailleurs, les gens qui m'écoutent, qui étaient mes amis au cégep, qui sont redevenus mes amis, je vais m'excuser. Je vous ai laissé de côté pour avoir la meilleure coteur puis pour rentrer dans un domaine contingenté, peu importe le domaine contingenté. Étudier, c'était la seule chose que je faisais. Ça me prenait tout pour donner 3 jours à ma blonde de l'époque en mi-session pour faire un petit road trip. Mais j'ai quand même réalisé que je faisais ça pour les mauvaises raisons à ma dernière session de cégep, heureusement, et j'ai changé de choix de carrière. C'est donc à 18 ans que je quitte la maison de Rimouski pour habiter avec ma blonde à Montréal, ma blonde de l'époque, puis sa famille que j'adore. Je vous salue d'ailleurs. J'ai fait à Montréal un baccalauréat en psychologie qui m'a amené à me questionner davantage sur moi-même que sur les autres. Je réalisais que c'est tout autant important d'avoir une bonne capacité d'introspection que de critiquer le monde dans lequel nous sommes. Il faut dire que mes constats avec les cours de philo au cégep m'avaient complètement bouleversé. Je pense que je suis une personne très sensible, puis pour une personne sensible comme moi, il fallait que je me tienne mieux sur le plan personnel avant d'être capable de recevoir plus d'informations de la philosophie. J'ai donc compris beaucoup de choses avec le bac, dont le fait que, premièrement, j'avais vraiment pas les compétences pour être un psychologue. C'est un métier que j'admire, et je me suis aperçu que pour être psychologue, il faut considérer une très grande charge émotionnelle qui t'est donnée par autrui, tout en étant capable de ne pas l'absorber, puis de ne pas te la mettre sur les épaules, ce que j'étais complètement incapable de faire. J'ai réalisé un stage d'1 an en réadaptation en dépendance avec une psychologue, puis c'est là que j'ai commencé à boire pas mal, un peu ironiquement, parce que je n'arrivais pas à me détacher de ce que les usagers ressentaient. Je partageais leurs souffrances, puis leur façon de cope avec tout ça, c'était de consommer. Je réalisais que j'allais encore devoir changer de choix de carrière, mais toujours dans l'optique de bien gagner ma vie.
Fait que j'ai donc décidé de m'orienter vers l'architecture après mon bac. Détestant la ville en raison de son abondance de stimuli puis du fait que tout le monde est toujours pressé, j'ai décidé de me rapprocher de Rimouski en habitant à Québec pour être plus proche de la nature et de mes amis d'enfance. L'architecture, pour moi, c'était le métier idéal parce que je me disais, je vais me rapprocher du domaine des arts, puis je vais faire un salaire décent. Mais je savais très bien ce que je voulais faire depuis le cégep, artiste peintre ou prof de philo. Mais je vivais dans le déni. Fait que je savais aussi inconsciemment quand j'étais en architecture, sauf que je noyais ça dans l'alcool, ce qui, évidemment, compliquait mes études. C'est pas mal plus facile de réussir c'est pas mal plus difficile, pardon, de réussir en architecture si tu vas pas à tes cours qu'en psycho, surtout quand tu es toujours immobile. Fait que je me suis fait des amis vraiment significatifs dans cette année-là. Puis je me donnais à 100% dans les ateliers seulement dans les ateliers, parce que c'est ça qui se rapprochait le plus du domaine artistique. Les projets d'atelier comme les maquettes, ça me faisait oublier tout ce que j'aimais pas de l'architecture, comme par exemple que pas dormir pendant une semaine pour mener ses projets à terme, c'est presque encouragé par l'État. Puis je le critique d'ailleurs en ce moment. Fait que, mais même en psycho, ça pourrait être une autre conférence à quel point ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait vivre aux étudiants pour qu'ils atteignent un certain seuil pour rentrer au doctorat, par exemple, ou pour devenir architecte. Mais ça, c'est le même dans tous les domaines, c'est ça le truc. Mais bref, le manque de sommeil, je peux vous dire qu'à long terme, ça ne rend pas quelqu'un plus performant. Ça donne un burn-out. Fait qu'arrêtez de vous défoncer à la job sans vous imposer de limites, parce qu'un jour, vous allez juste plus être capable de la faire, votre job. Je m'étais beaucoup amélioré sur le plan de l'anxiété, mais la COVID est arrivée, et comme beaucoup d'étudiants, ça a été vraiment rough pour finir la session d'hiver. À l'automne, j'ai lâché l'architecture parce que je sentais que le contact avec la conception artistique se perdait de plus en plus après la première année. Il me restait encore 6 ans d'école avant d'avoir le titre d'architecte. C'est un peu décourageant. À ce moment-là, pas mal sûr que j'ai fait une petite dépression. C'est drôle parce que je le dis, puis j'en suis gêné, puis c'est pas normal d'avoir de la gêne associée à ça. Combien de gens ont fait une dépression suite à la COVID et qui n'ont pas été diagnostiqués? Probablement beaucoup plus qu'on pense. C'est tabou d'en parler à cause de ceux et celles qui sont bourrés de stéréotypes et de préjugés par rapport à la consommation ou à la santé mentale ou à n'importe quoi d'autre. Quand on dit congé de maladie, il y en a beaucoup qui pensent profiteur. Quand on dit aide sociale, même chose. Quand on dit dépression, lamenteux. Quand on dit féministe, on pense grano de gauche qui a du poil en dessous des bras. Quand on dit anticapitaliste, on pense communiste. Tout n'est pas noir ou blanc. Je ne suis clairement pas le meilleur pour donner des conseils sur la nuance parce que je suis une personne qui est très peu nuancée, puis c'est un défaut que je tente de travailler. Mais par contre, je me dis de ces gens-là qui sont remplis de préjugés, je vous comprends parce que j'ai déjà adopté votre mentalité. Mais un jour, vous allez peut-être comprendre c'est quoi si vous réalisez l'absurdité du monde dans lequel nous vivons. Vous allez être bien content d'avoir des gens pour vous aider à passer au travers de ce constat-là. Par la suite, j'avais pris la décision de me résigner à aller dans un domaine qui ne m'intéressait pas en faisant une maîtrise en relations industrielles. Est-ce que vous me voyez en relations industrielles? Sérieusement. C'est ce qui se rapprochait le plus d'une job avec un certain contact humain dans laquelle je pourrais faire mon petit 8 à 5 et revenir à la maison avec assez d'argent pour enfin pouvoir faire ce que je veux. Enfin, pour moi, cette résignation à faire un métier que j'aime pas, alors que je savais maintenant ce que je voulais faire, c'était le plus grand échec de ma vie. L'autre échec, c'était de sentir qu'en plus, je m'obligeais encore à rentrer dans le moule en devenant un agent actif du capitalisme. Là, mon cerveau, il a mangé ça rough, puis mon foie aussi. L'affaire, c'est que je connais plein de gens qui ont fait un constat similaire dans leur vie, puis qui n'aiment pas leur job aujourd'hui,
puis qui sont semi-heureux ou malheureux. J'aimerais dire à ces gens-là, fais le switch si t'es capable. Non, excusez, je reprends. C'est beau en plus ce que j'allais dire. J'aimerais dire à ces gens-là, fais le switch si tu es prêt à accepter les sacrifices qui viennent avec. Vivre dans des conditions difficiles, c'est facile quand tu es cohérent avec toi-même. J'aurais aimé plugger Sartre dans cette conférence, mais je vais me contenter de dire qu'on a toujours le choix. Heureusement, à travers cette période plus difficile, j'avais des gens qui m'encourageaient à peindre. J'ai jamais aimé ce que je faisais en peinture, puis je restais dans des commandes personnalisées en fonction des demandes clients, par peur de ne pas arriver à vendre ce que je voulais faire, des paysages. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un paysage, à part peut-être le corps d'une femme. Mais après, j'ai eu un éclair de génie. J'ai décidé de faire ce que je voulais en me foutant complètement des conséquences sur ma vie. Un de mes amis m'a dit, maintenant que tu es dans le fond du baril, tu as quoi à perdre? La réponse, c'est rien. Ensuite, il m'a demandé ce que j'avais à gagner. La réponse, c'est tout. J'avais déjà pas une scène à cause de mes études ou à force d'acheter de la boisson. Fait que je me suis dit, au pire, tu mourras dans la pauvreté, mais tu auras fait un choix qui te rend heureux. Puis une chanson que j'écoutais sur repeat à ce moment-là, c'était « Je joue de la guitare » par Jean Leloup. La phrase « Fuck le système, do it, do it, do it, do it », c'est ça qui me poussait à faire le move. Maintenant que j'y pense aujourd'hui, je ne sais pas si c'était la meilleure idée de faire mes choix de vie sur les paroles des chansons de Jean Leloup, qui ne font pas toutes bien du sens, puis je ne suis pas sûr que le gars est complètement sain d'esprit non plus. Mais je l'ai fait quand même. Là, pour ceux qui ne suivent plus, je vous comprends, c'est peut-être un peu long. On est rendu à la partie fun où je parle de comment la construction de ce système de valeurs-là va s'appliquer dans ma vie à partir de maintenant. Mon Dieu, je suis moins gêné. Je dis n'importe quoi, je suis désolé. Aujourd'hui, je suis plus à l'écoute de moi-même que je ne l'ai jamais été. Le stress, c'est fini. J'ai arrêté les médicaments de concentration qui me servaient à étudier, qui m'aliénaient complètement. Puis depuis 2 mois, j'ai arrêté les somnifères et j'ai recommencé à dormir de façon naturelle. J'ai aussi grandement réduit ma consommation d'alcool par réduction des méfaits. Je sais que le retour à la sobriété va être très facile parce que quand j'entreprends quelque chose, j'y mets corps et âme. Ça, c'est de la fausse bière en passant. C'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai pas arrêté l'alcool auparavant parce que j'en avais pas envie, parce que j'avais pas réglé la source de mon problème. La source, c'était l'incohérence entre mon idéal de soi et ma perception de moi-même. Aujourd'hui, j'essaie à chaque jour de me rapprocher de cet idéal de soi, puis c'est ça qui me rend heureux. Mes objectifs de vie sont premièrement de participer le moins possible à l'encouragement d'un système capitaliste qui amène des problèmes sur les niveaux sociaux et environnementaux. Deuxièmement, j'ai décidé de me détacher le plus possible du regard des autres. Je fais mon épicerie en pantoufles et en robe de chambre, puis ça, c'est ma façon à moi de remettre en question ce qui est normal. Si ça ne change rien dans la vie des autres, ben, ils n'ont pas à me juger. De toute façon, on est qui, nous, pour juger? On a bien beau être le plus grand directeur d'une compagnie, sur une échelle de temps assez longue, ce n'est pas notre courte existence de 100 ans, peut-être plus 75 pour moi, qui va changer quelque chose. Fait que si ça te tente de faire ton épicerie en pantoufles, fais-le. Il faut juste arrêter de se prendre au sérieux. J'ai pour mon dire que la vie, c'est une grosse joke, puis c'est à nous de la rendre drôle. Je me dis, en autant que mes actions anticonformistes n'ont pas d'impact négatif sur autrui, je l'ai fait. L'autre chose que je veux, c'est de faire une différence avec le maximum que je puisse faire avec mes propres ressources. Ça signifie que si je peux vivre d'autosuffisance puis donner une partie de mes revenus à des organismes sans but lucratif, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai décidé de donner 15 cents du pouce carré sur chaque toile que je vends à l'organisme au choix du client qui achète la toile. Comme ça, chaque client fait une différence. Pour l'instant, j'ai évidemment besoin d'argent pour arriver à me procurer les installations nécessaires pour vivre d'autosuffisance. Donc, je fais autant d'argent qu'avant sur chaque toile, mais j'augmente mes prix pour que le surplus soit donné. Donc, par exemple, une toile 24
24 pouces par 36 pouces est vendu 650 $, puis 130 $ seront remis à l'organisme. Une chose qui est très importante pour moi aussi à mentionner, c'est que je ne fais pas ça pour avoir du capital de sympathie. Mon but dans la vie, c'est plus de faire de l'argent. C'est d'être heureux. Puis si j'ai les moyens de donner plus dans le futur, je vais le faire. Et ça, c'était pour la partie un peu lourde de la conférence. Là, on change vraiment de mood complètement. Mais je pense qu'une mise en contexte s'imposait. En somme, je vais très bien, mieux que jamais. Puis mon objectif, c'est de pratiquer ma passion en étant nomade pendant le temps que je voudrais, le temps que ça prendra, en m'adaptant aux situations qui m'arriveront. J'ai toujours un appart fixe à Québec qui ne me coûte pas cher, puis ça me sert d'atelier fixe. Puis j'ai ma vanne qui est mon atelier mobile. Je mise beaucoup sur ce projet-là parce que je sais que les gens aiment avoir des œuvres qui parlent d'elles-mêmes. Mes peintures, je veux qu'elles soient garantes d'une aventure, comme je le disais tantôt dans la vidéo. Je ne le cache pas. Si je peux avoir de la visibilité, je vais être bien content parce que c'est ça qui va me permettre d'atteindre mon objectif d'autosuffisance plus rapidement. Une fois installé, peu importe à quel âge, je veux étudier la philo, la plus belle discipline du monde selon moi. Puis maintenant que je, dans le fond, parce que je considérais que je n'étais pas outillé psychologiquement avant, ni émotionnellement pour le faire. Donc, mais maintenant, je me sens prêt à étudier la philo quand je vais avoir le temps de le faire. Donc, je vais maintenant vous parler de mon parcours artistique et de ma démarche artistique. J'ai toujours trippé sur la peinture. Quand j'avais 11 ans, mes parents, après avoir rencontré un artiste peintre qui peignait au centre commercial de Rimouski, Denis Cloutier, ils ont accepté de m'aménager une petite pièce dans le sous-sol et ils m'ont équipé pour la peinture. J'en suis vraiment reconnaissant d'ailleurs. Merci beaucoup. J'ai donc commencé la peinture à l'huile pendant environ 1 an avec Denis, qui utilisait un style qui s'apparente au style de Bob Ross. J'ai appris la technique du wet on wet. J'ai développé un style un peu plus distinct en m'inspirant d'autres artistes comme Tim Gunn. YouTube a vraiment été utile pour m'aider à peindre, puis je conseille cette plateforme-là à n'importe qui veut avoir une base en peinture. Par l'âge de 16 ans, j'ai eu une commande qui nécessitait de mélanger plusieurs couleurs chaudes avec des couleurs froides, puis j'avais un peu peur de me retrouver avec un gros barbouillage gris terne, parce que je ne maîtrisais pas encore assez l'huile pour ce type de paysage. J'ai donc décidé de faire des couches successives à l'acrylique en utilisant la spatule. À l'huile, j'étais habitué de faire mes mélanges de couleurs directement sur la toile en estompant avec le pinceau. Par contre, quand on se limite à l'utilisation de la spatule pour pré-mélanger chaque couleur d'avance sur la palette, en connaissant exactement quelle quantité d'un pigment ou d'un autre pigment ou 5 autres pigments qu'il faut mélanger pour avoir la couleur recherchée. Puis je pense que une de mes forces, c'est de pouvoir vraiment bien mélanger mes couleurs. Puis ça, c'est dû au fait que j'ai énormément travaillé uniquement avec la spatule. Ce genre de choses-là, ça s'apprend par essai et erreur sur des années. C'est pour ça que quand on me demande combien de temps ça m'a pris pour faire telle ou telle peinture, même si la réponse c'est 2 heures, la vraie réponse c'est 13 ans, parce que j'en ai scrappé en maudit des toiles avant d'en arriver à peindre ce que je fais en ce moment. Moi, je pense que dans la vie, si on veut faire quelque chose, peu importe c'est quoi, on peut y arriver à condition d'avoir de la motivation pour se pratiquer. Après cette première acrylique, je suis un petit peu tombé en amour avec le médium et toutes les possibilités qu'il pouvait amener. J'aimais le fait que l'acrylique sècherait très rapidement, surtout pour faire des aplats et des couches successives. Fait que j'ai mis l'huile de côté, aussi parce que je respirais beaucoup trop de solvant puis je m'en venais un peu sénile. Puis j'ai pris des cours de peinture à l'acrylique à l'Université de Montréal avec l'artiste peintre Gabriel Lajoie-Bergeron quand j'avais 20 ans. Puis au niveau technique, j'ai énormément appris. L'utilisation du masking tape, du gel médium, du retardateur, du mortier de suture, etc. C'était toutes des façons, des choses que je connaissais déjà, mais que je n'utilisais pas nécessairement de la bonne façon. Vers mes 20 ans, j'ai compris que les gens aimaient avoir des toiles personnalisées en fonction de leurs préférences.
Souvent, ils me proposaient de reproduire des photos personnelles. D'autres fois, je m'arrangeais avec des photographes pour reproduire leurs photos. Sinon, je peignais les commandes en fonction d'une idée de base que les gens me donnaient. Je me suis ensuite mis à faire des commandes de plus en plus détaillées à l'acrylique, comme par exemple celle du portrait de Sophie Nélis. J'avais prévu de faire des visuels, mais je parle tellement vite et je dis tellement d'informations que ça aurait été comme compliqué. Vous irez la voir. Le portrait de Sophie Nélis, ce genre de commande-là pouvait me prendre jusqu'à 3 jours à peindre, alors que j'étais habitué de peindre une toile en seulement une journée. Donc, je pense que ce type de commande-là a vraiment participé à l'essor de mon art, mais c'est définitivement pas ce que j'aime le plus faire. C'est vraiment exigeant physiquement, c'est peu motivant d'un point de vue artistique parce que ça ne laisse pas beaucoup de place au laisser-aller. Toujours est-il que si vous êtes un artiste émergent et que vous m'écoutez en ce moment, et que vous avez la chance de prendre des commandes, faites-le au début pour percer, mais ensuite, n'oubliez pas la flamme qui vous a au départ donné envie de peindre ou de dessiner, peu importe c'est quoi votre médium. Pour moi, cette flamme, c'était les montagnes rocheuses. J'ai donc appliqué à une annonce de résidence artistique à Banff il y a 3 mois, puis à ma grande surprise, ils m'ont sélectionné. Étant devenu beaucoup plus à l'aise à l'acrylique qu'à l'huile, j'ai apporté tout mon stock d'acrylique à Banff. Par contre, comme il était censé faire moins 5 degrés en Alberta pendant cette période-là, je savais que j'allais avoir un problème technique parce que l'acrylique étant à base d'eau et de plastique, elle gèle avant de sécher à des températures en bas de zéro. Mais moi, je voulais absolument peindre les montagnes en plein air, donc j'étais obligé de peindre à l'huile. Je me suis donc remis tranquillement à l'huile avant de partir, puis je suis retombé en amour complètement avec ses propriétés. Un autre défi, c'est le transport des toiles. Étant donné que les toiles à l'huile sèchent vraiment pas rapidement, prend à peu près 2 à 6 mois, je devais absolument les vendre sur place parce que les frais de transporter une toile à plat sont ridiculement chers. C'est ça que j'ai fait, puis j'ai réalisé que j'étais capable de vendre mes toiles que je faisais pour mon propre plaisir. Dans ma tête, il y avait seulement les commandes qui se vendaient là. Alors qu'en fait, c'est l'incertitude de ne pas vendre qui m'effraie. Pourtant, je pense que je performe encore mieux car ce n'est pas une commande parce que je suis aucunement stressé du résultat. Quelle heure, là? On a commencé. Ah, ça devrait aller. On est dans les temps. Dans ma semaine de résidence, j'ai développé des compétences de peinture en plein air qui sont vraiment différentes de celles en atelier. Une chose que j'aime pas du travail en atelier, c'est que je peux parfois peindre pendant 10 heures sans arrêt, sans voir le soleil ni personne. À Banff, j'étais avec les gens. Je pouvais parler, danser. D'ailleurs, je danse tout le temps, puis je danse vraiment mal. Je pouvais vendre mes toiles en travaillant, puis je pouvais être dehors. J'ai réalisé que ça, c'était le meilleur des mondes. C'est pour ça que sur mon retour de l'Alberta, je me suis dit qu'il fallait absolument que je poursuive mon périple d'une quelconque façon. Je me suis dit, pour que je trouve une façon de peindre, de voir des nouveaux paysages sans que ces voyages-là me coûtent trop cher. En plus, j'adore le camping. Fait que la conclusion, ça a été la van life, c'est la solution. Donc, j'ai pris les quelques dollars qui me restaient pour acheter une vieille Pontiac Montana qui m'a coûté le prix qu'ils vont me redonner à cour à scrap quand elle va lâcher, puis je l'ai pimpé en atelier / maison mobile. À ma grande surprise, j'ai eu une bonne Samaritaine qui me l'a laissé à un prix dérisoire, considérant qu'elle a seulement 150 000 km. L'idée, c'est d'en profiter au maximum sans mettre trop d'argent dessus, puis de parcourir le Québec. Fait que j'ai eu cette réflexion-là d'acheter une vanne le dimanche soir en revenant de Banff, puis à 8 heures le lendemain matin, la vanne était achetée. J'ai magasiné toute la nuit. Vive mon impulsivité. Donc là, on est rendu à la Gaspésie. La Gaspésie, ça a été le tout premier voyage de la vanne, que j'appelle actuellement, affectueusement, la redneck mobile.
Juste pour vous mettre en contexte, j'ai choisi la Gaspésie comme premier voyage parce que je la connais relativement bien, parce que c'était mon 6e tour de la Gaspésie. Puis à chaque fois que j'y vais, je découvre des nouveaux spots absolument incroyables. Ceci étant dit, c'était mon premier tour dans des conditions hivernales. Plusieurs gens disent que la Gaspésie, c'est plate en hiver parce qu'il n'y a personne et il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, mais maudit que tu as la paix, et les paysages sont complètement différents. Je recommande honnêtement à n'importe qui. Une autre raison, par contre, pour laquelle j'ai choisi la Gaspésie, c'est un peu par obligation. Je recherchais un endroit où il n'y avait pas d'imposition de couvre-feu, parce que je ne peux pas dormir dans la vanne s'il y a un couvre-feu. Fait que pour essayer, on va essayer de faire ça bref, même si je suis clairement pas bref jusqu'à là. Jour 1, le matin, je venais de finir les installations dans la vanne qui m'avait quand même pris un bon 3 jours à préparer en revenant de banque, les gens rient de moi parce que je dis banque. Puis j'avais dormi à 2 reprises dans la vanne pour faire des tests dans mon stationnement. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point la différence de température en début avril est importante entre la ville de Québec et la Gaspésie. J'avais un peu sous-estimé la quantité de doudou à apporter, mais ça faisait partie de la game. J'ai donc fini par partir beaucoup trop tard de Québec parce qu'il me restait des choses à préparer. Puis je pensais qu'il n'y avait pas de couvre-feu à partir de Sainte-Flavie parce que c'est là que la Gaspésie commence. Mais en réalité, ils ont un couvre-feu jusqu'à Capcha. Ce que je me suis aperçu à Rimouski. Donc, j'ai roulé dans l'illégalité pendant une bonne demi-heure en espérant ne pas commencer mon aventure avec un ticket de 1000$. Mais finalement, j'ai atteint Sainte-Anne-des-Monts, l'endroit où j'avais prévu coucher. J'utilise une application pour connaître les endroits où je peux coucher légalement, sans payer, puis où le paysage a un certain cachet. Mais malheureusement, ce soir-là, il était trop tard pour trouver un endroit avec du cachet. J'ai fini à l'aréna de Sainte-Anne, puis j'ai eu vraiment froid. Je pense qu'il faisait, je lis, mais je le sais, il faisait -10. Fait que c'est là que je me suis dit, tu trouves le tour de te plaindre alors qu'il y a des sans-abri qui dorment à -20 sans toi l'hiver. Puis tout le monde m'écrivait et me disait, ah, il fait froid, tu vas mourir. Non, il y a du monde. Tu sais, on voit du monde dans le rue à -20 puis on fait rien. Puis moi, quand je mets une story sur Instagram parce qu'il fait froid, tout le monde m'écrit. En tout cas, je me suis dit, en réalisant ça, que la température, ça allait jamais être une contrainte. J'avais toujours trouvé un moyen de peindre, peu importe les conditions. On dirait que le petit Jésus m'a entendu dire ça parce qu'il s'en est donné à cœur joie dans les jours suivants dans la température de marge. Je pense que j'ai vu le soleil une fois, puis c'était rendu à midi. Jour 2. J'ai vraiment eu le goût d'aller me réchauffer au Tim Hortons à 6 h du matin, mais le but de mon voyage, c'est certainement pas de propager la COVID. C'est pour ça que je payais toujours mon essence à la pompe et que je faisais mon épicerie au préalable à Québec. J'ai donc cancellé le Tim et j'ai fait de la route pour me réchauffer. C'est là que j'ai commencé à vraiment avoir du fun. J'ai parcouru la Haute-Gaspésie à 60 km/h ce matin-là. Je ne pouvais pas me décider à savoir quel paysage m'inspirait le plus. J'ai donc refait la côte dans l'autre sens, toujours en prenant mon temps, en savourant chaque instant et en écoutant ma musique dans le tapis. J'ai trouvé un petit spot incroyable à Gros-Morne avec une vue sur les falaises majestueuses sur la propriété d'un petit couple qui m'ont donné la permission de peindre sur place. Je me suis fait un repas, j'ai bu du vin, j'ai relaxé. Voyons, maudit. Ah, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai encore une fois confirmé que c'est ça que je voulais faire de ma vie. J'ai fait la toile de Gros-Morne et j'ai réalisé que mon style commençait à se définir un peu plus. J'essaie de rester dans le figuratif un peu funky, tout en ayant une contrainte de réalisme. Je prends une photo avec mes yeux de ce que je vois et je le traduis d'une manière colorée. Fait que là, la toile et le chevalet sont partis au vent quand j'avais le dos tourné. Puis la toile est d'ailleurs tombée sur ma coupe de vin, puis sur la terre. Sur le coup, j'étais un petit peu fâché et déçu. Puis après, je me suis rappelé de mon objectif. Offrir une aventure, une histoire. Si cette toile-là a été réalisée pendant que je buvais du vin, pendant qu'il ventait,
dehors, ben, c'est normal qu'il y ait du vin dessus, c'est normal qu'il y ait de la terre dessus. C'est ça l'histoire de la peinture. Jour 3. Au phare du Cap des Rosiers, j'avais eu ma leçon, cette fois avec le vent. Puis ce jour-là, sur le bord de l'eau, je me sens comme Fred Pellerin. Alors ça. Sur le bord de l'eau, le vent soufflait plus que jamais. J'ai donc tie-rappé la toile au chevalet et le chevalet à un pont en bois. Comme c'était encore instable, j'ai demandé à un résident de me prêter sa pelle, puis j'ai rempli 3 sacs de neige pour stabiliser le chevalet. J'ai mis ma musique au bout, puis je me suis ouvert une petite bière pour que la peinture glisse mieux. Ce que j'ignorais, parce que je ne regarde jamais la météo, c'est qu'il y aurait une tempête de neige ce jour-là. Encore là, c'était tellement un beau cadeau du ciel parce que je n'avais jamais peint en pleine tempête. S'il neige sur de la peinture à l'huile après qu'elle soit faite, ben, ce n'est pas la fin du monde parce que l'eau va perler, puis la neige ne va pas adhérer à la peinture. Par contre, si la neige se mélange à la peinture sur la palette, puis qu'elle adhère à la toile avant d'appliquer la peinture, ça devient juste impossible de peindre en dessous. Fait qu'il s'est formé une épaisse couche de glace sur la peinture, puis aucun de mes pinceaux fonctionne. J'ai donc utilisé la spatule uniquement en appliquant vraiment épais de peinture. La peinture à l'huile mélangée à la glace se cristallisait, puis ça devenait trop solide. Finalement, après beaucoup de difficultés, j'ai terminé le fort, puis la texture que ça a donné, c'était vraiment intéressant. Fait que le matin, j'avais rencontré d'autres gens en van, qui avaient loué une van à Rimouski, puis qui avaient assisté à la création de ma toile. Malgré le fait que je leur ai expliqué que la pérennité de la toile allait être très affectée, ils ont quand même décidé de l'acheter pour l'histoire que la toile avait en elle, même si la peinture va peut-être finir par s'effriter. De plus, leur road trip représentait quelque chose vraiment qui était important pour eux, puis cette toile-là allait en être le symbole. Fait que j'ai réalisé cette journée-là à quel point on s'en fout du résultat. C'est le processus qui est intéressant, puis les rencontres formidables auxquelles il y a. Fait que je décide finalement de quitter Cap-des-Rosiers pour me rendre à Gaspé. Étant plus trop habitué aux conditions de tempête, puis ayant des pneus d'hiver un peu maganés, je reprends la route en roulant à 100 km/h dans une zone de 90. C'est pas si pire, mais j'avais oublié qu'il faisait tempête. Fait que tout va bien, je chante, bien heureux d'avoir vendu mes toiles des 2 premiers jours. Puis là, je pogne une plaque de glace. Là, le char commence à torpiller dans un tête à queue, puis le temps ralentit vraiment. J'ai eu le temps de me dire, fuck, la vanne est finie. Après ça, je me suis dit, fuck, je suis après mourir. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros banc de neige, c'est sûr que je n'allais pas mourir. Mais après, je me suis dit, mettons que je suis en train de mourir, je suis heureux en maudit, puis je suis heureux, voyons, je suis perdu, donne-moi un petit 2 secondes. OK. Oui, OK, je suis heureux. Bref, je suis en train de me dire, je suis heureux en ce moment, puis c'est quand même une belle mort. Fait que finalement, après avoir fait un tour, je suis rentré dans le banc de neige. Je sors du char, pas une égratignure, la vanne est top shape, elle redémarre comme si de rien n'était. Je capote bien. Fait que là, moi, je ne crois pas aux signes dans la vie, puis je suis agnostique, mais je me suis quand même dit que j'avais été chanceux en maudit. Je peux vous dire que je me suis payé une moyenne portion de crabe ce soir. Le lendemain, le petit Jésus, il s'est repris pas mal, par contre. Puis c'est bien correct parce que j'étais juste content de ne pas être mort. Jour 4. Je m'en vais au Canadien Tire de Gaspé parce que le moteur de mes wipers ont lâché. Puis là, il mouille à chaud, fait que je vois absolument rien. Finalement, je me fais dire qu'ils ne peuvent pas réparer ça avant un bout. Fait que je vais m'acheter un hydrofuge pour mettre dans le pare-brise. Et ça fait, honnêtement, ça fait vraiment la job si tu veux régler le problème temporairement. Là, je remarque en sortant qu'il y a un policier qui est en train de regarder la vanne d'un air suspicieux. Probablement parce qu'elle est pleine de graffitis affreux. Là, je prends la route, puis 2 minutes plus tard, il m'arrête parce qu'il avait fait une enquête, puis mon permis était impayé depuis une semaine. Pas impayé, oui, impayé, oui. Fallait que je le renouvelle. Bref, il n'était pas payé. Puis, il avait envoyé l'avis de renouvellement à mon ancienne adresse, puis vu que je suis pas à mes affaires,
J'avais pas encore fait mon changement d'adresse. Fait que là, le bout de la merde, c'est que la contravention était de 500$. Là, il fallait que je change les moteurs des essuie-glaces. Puis en plus, il fallait que je paye mon permis de conduire. Ça commence à coûter cher, ce trip-là. L'autre problème, c'est qu'on était un lundi de Pâques, vers midi. Fait que la SAC, elle ouvrait seulement le mardi à 8h30. Le policier m'a donc escorté jusqu'au Canadian Tire, proche de la SAC, pour que j'y passe la nuit. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il aurait été supposé de me remorquer, mais il m'a laissé prendre l'auto jusqu'au Canadian Tire. Comme j'ai eu la brillante idée d'installer des straps pour faire tenir la grille qu'on a vue plus tôt dans la vidéo, qui tient l'étoile, quand il pleut, l'eau rentre dans la voiture par les straps, donc les draps étaient très humides et froids depuis 2 jours, en plus de tout ça. Fait que vous pouvez comprendre que cette journée-là, on peut dire que c'était vraiment une journée de merde. Mais là, je me suis dit, quand il nous arrive une situation déplaisante, il faut toujours regarder ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Si on ne peut rien faire, il faut accepter la situation parce que ça ne sert à rien de chialer. Si on peut faire quelque chose, on le fait. Moi, tout ce que je pouvais faire, c'était peindre. Fait que j'ai ouvert la valise du coffre pour me protéger de la pluie. J'ai scié le bout de mon chevalet parce qu'il ne rentrait pas en dessous de l'auvent. Puis j'ai peint toute la journée dans le stationnement du Canadian Tire. J'ai parlé avec plein de beaux monde, puis j'ai même le père d'un de mes amis de Gaspé qui est venu me porter une bière sur place en s'assurant que j'étais correct. Je me suis fait un bon repas dans le stationnement, puis j'ai concentré mon attention sur ce qui allait bien. Même si je devais avoir l'air complètement bizarre, maudit que j'étais pas. Jour 5. Je paye mon permis à la SAQ à la première heure, les poches vides et le cœur rempli. Je reprends la route vers Percé, puis malgré le vent, la pluie et la brume qui fait que j'arrive presque pas à voir le rocher, je le peins comme je peux. Cette journée-là a été plus difficile parce que toutes mes couches de vêtements étaient trempées, donc le froid était plus difficile à supporter. J'ai dû peindre la 24 pouces par 36 pouces de Percé très rapidement, puis c'est là que j'ai commencé, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ben, j'ai commencé trop tard, bref, parce que j'avais des livraisons à faire à Gaspé, puis le soleil se couchait. En fin de journée, je reçois un message d'une journaliste de Radio-Canada à Rimouski qui a entendu parler de mon aventure et qui veut la documenter. Mais là, moi, il me restait plus de toile vierge. Il voulait que je peigne pendant l'entrevue. Fait que jour 6, comme il n'y a pas vraiment de magasin d'or en Gaspésie, puis que l'entrevue était assez tôt le lendemain, puis considérant qu'il me restait encore 4-5 heures de route à faire avant d'arriver à Rimouski, je devais me trouver une toile vierge format galerie d'une autre façon. J'ai donc contacté toutes les galeries d'art de la région à une heure ridiculement. J'ai finalement trouvé la galerie Loisel appartenant à Denis Loisel. Ça, c'était à l'écoute, Denis, mais bonjour. Qui m'a répondu avec plaisir, même si je l'ai clairement réveillé. Je suis donc retourné dans le coin de Percé, puis il m'a remis une 24 pouces par 48 pouces. On a tellement eu une belle discussion qu'on a décidé que je retournerais peindre avec lui cet été. Puis il va même faire un portrait de moi, ce qui est absolument hallucinant. Fait que j'ai vraiment adoré son travail. Fait que j'ai acheté une print. Puis après, dans la voiture, je me suis dit, ça serait important pour moi d'acheter au moins une œuvre par road trip, même si c'est juste une impression, pour encourager les artistes locaux que je visite dans mes voyages. Je ne peux pas m'attendre à ce que les gens achètent mes œuvres et qu'ils m'encouragent en tant qu'artiste émergent si moi, en retour, je n'encourage pas la communauté artistique qui m'accueille aussi favorablement. Jour 7. Je suis parti tôt de Carleton pour faire des livraisons et arriver à temps à l'entrevue de Radio-Canada. Mon voyage a vraiment changé ma façon de voir le monde, puis je réalise que ça, c'était juste un voyage d'une semaine. Il y en a tellement d'autres à venir. Dans les prochains road trips au Canada, je vais commencer par des allers-retours à l'île d'Orléans puis à Charlevoix parce que je n'ai pas le choix avec la COVID en ce moment. Puis ensuite, quand ça va être possible, je vais faire Kegaska, les îles de la Madeleine, le Labrador, éventuellement Terre-Neuve, Niagara Falls. Puis le voyage ultime, ça va être de me rendre à Tofino, mais je l'ai déjà fait par le sud, donc j'aimerais ça le faire par le nord. Ce qui m'amène à vous parler un peu de mes projets futurs en tant qu'artiste. C'est presque fini. Projet futur.
je me suis acheté une remorque fermée de 4 pieds par 8 pieds cette semaine, puis je vais aller la chercher demain à l'Île-Verte. J'ai prévu construire un genre d'étagère de 4 pieds par 5 pieds avec des grilles amovibles, comme celles qu'on voit dans la vidéo, dans la vanne, mais ça va être plus sous forme de tiroir. Donc, le but, ça va être de pouvoir faire wrapper le faux cadre des toiles aux grilles, parce que la peinture à l'huile peut prendre, comme je disais tantôt, 2 à 6 mois à sécher, tout dépendamment de l'épaisseur qu'on applique. Donc, il ne faut pas que les toiles bougent. Surtout que ça brasse pas mal dans un frigo. L'autre raison pour laquelle je veux construire une étagère à plat, pour éviter que les vibrations sur la route affectent la peinture qui n'est pas sèche. J'aurais pu économiser de l'espace en plaçant toutes les toiles à la verticale, mais les vibrations ne sont pas idéales quand on met aussi un épais de peinture comme ça. Cette étagère-là va me permettre de pouvoir peindre des très gros formats en plein air. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a 3 pieds supplémentaires à l'extrémité de la remorque qui vont être utilisés pour entreposer mon matériel d'artiste, puis un plus gros chevalet pour mettre les toiles grand format, ce qui libère de l'espace dans ma vanne. En libérant de l'espace, je peux amener plus de nourriture puis de vêtements, puis il n'y a rien qui m'empêche aussi d'apporter une grande quantité de toiles plus petit format dans l'étagère. Tout ça dans le but d'entreprendre des plus longs voyages sans avoir à revenir. Aussi, un autre avantage, c'est que je vais pouvoir enlever la grille qui est dans la vanne, qui fait que l'eau entre à l'intérieur de la voiture. L'autre concept auquel j'ai pensé que c'était intéressant, c'est le suivant. Là. Peut-être aussi que c'est une mauvaise idée, mais j'ai pensé à ça hier. J'en parle quand même. J'aimais l'idée d'avoir une galerie mobile, mais en vanne, ça me semblait un peu difficile à réaliser. Les toiles que j'expose autour de la vanne, comme on voit dans le reportage, finissent par tomber au vent ou il se met à pleuvoir. Je vais donc essayer de créer une sorte de vitrine extérieure sur la remorque noire, en plaçant des énormes plexiglas de 5 pieds par 6 pieds de chaque côté de la remorque dans lesquels les toiles grand format pourront être exposées. Je ne me soucierai pas vraiment de l'étanchéité de la chose parce que c'est surtout pour exposer pendant que je peins, puis ensuite je vais pouvoir remettre les peintures dans la remorque. Un autre projet, dernier projet qui commence à prendre place pour la fin de 2021, c'est que je vais aller peindre partout à travers le monde sur des bateaux de croisière grâce à une compagnie qui possède des galeries d'art sur ces bateaux-là. Puis les destinations ne sont pas encore connues, mais avec la COVID, en pause jusqu'à l'été, et que je vais profiter de la van life pendant l'été. Puis ensuite, cette résidence artistique-là, ça va vraiment être la cerise sur le sommet, puis pour me permettre finalement d'accumuler de l'argent pour mes projets d'autosuffisance. C'est un peu contre les croisières, mais je pense que ça va être très bon pour justement atteindre les autres objectifs qui sont de redonner à la communauté et de changer de mode de vie. Donc voilà, je suis désolé, c'était vraiment un monologue, mais c'est vraiment ça le but d'une conférence. Donc j'avais beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais juste allumer. OK, c'est ça, j'ai fini. Ok, merci énormément Samuel et merci à tous parce que vous avez été super attentifs. J'ai vu que tout le monde est resté là. On a eu plein de gens sur Instagram aussi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez adoré, vous avez bien aimé et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui t'ont connu parce que Samuel, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'informations sur Internet et tout. Donc, je pense que cette conférence nous aide aussi un peu à te connaître. Moi, j'ai quelques questions. Et je vais te les poser pendant que les gens s'inspirent et cherchent ces questions. Si vous voulez participer, vous pouvez lever la main ou bien les écrire dans le chat dans le cas où vous êtes timide ou vous voulez pas parler aujourd'hui. D'accord? Alors, moi, j'aimerais bien, je suis curieuse de voir tes œuvres que tu as derrière. Je ne sais pas si tu pourrais nous les montrer et nous expliquer un peu comment tu les as fait. Oui. Parce que vu qu'on les a en direct, ça serait un peu intéressant. Et comme ça te fait soulager parce que tu as parlé pendant longtemps. Donc, peut-être ça te... Ouais, est-ce que j'ai respecté mon temps? Oui, super bien, super bien. Okay, oui, excellent. Ça a été super. Bon, ben celle-ci, c'est une commande d'une amie de Pisco qui
qui m'a tout simplement dit je te laisse carte blanche. Puis au départ, elle m'avait donné une photo qui, honnêtement, m'inspirait vraiment pas. Ça me tentait pas de la faire, la commande. Puis finalement, on dirait qu'elle a comme senti ça. Peut-être parce que ça faisait longtemps que je faisais pas sa commande aussi, là, mais elle m'a dit vas-y comme tu le sens. Puis dans le fond, ça c'est une photo. Maintenant qu'on enlève tous les conifères, c'est une photo du Portugal dont je m'étais inspiré. Puis ça ressemblait pas vraiment à ça. Mais c'est un paysage qui m'avait vraiment marqué. Là. J'avais été au Portugal avec mes parents. Puis je trouvais que ça ressemblait un peu au. Tu sais, quand on va à Stoneham puis qu'on regarde au loin, je trouvais que ça ressemblait un peu au Québec. Fait que j'ai juste rajouté des conifères après. Mais c'est un style que j'avais pas vraiment exploité. J'ai essayé d'être plus impressionniste dans mon approche. De vraiment donner des coups de pinceau visibles. Je sais pas si on peut. Là, c'est plate pour les gens sur le Zoom, là, mais je vais montrer plus avec Instagram. On voit de quoi ça a l'air. Sur le Zoom, ben, je suis désolé. Il y a moyen d'aller les voir sur Instagram. Sinon, j'ai celle-là, qui est une toile que j'ai faite en speed painting. Donc, je m'étais donné un court laps de temps pour la faire. Puis j'ai vraiment mis beaucoup de texture, là, puis j'ai vraiment. Je pense que c'est encore une photo du Portugal dont je m'étais inspiré, mais qui finalement ne ressemble pas du tout à la photo. Je voulais encore donner un style plus impressionniste. Ça, c'est deux toiles que je considère qui sont plus impressionnistes, mais normalement, je ne fais pas nécessairement ça. Oui, excusez-moi, je replonge une affaire. Oui, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai entendu. Je pense que tu n'es pas. Oui. Oui, oui, maintenant, oui. Ce que je voulais pas faire de bruit. Alors, comment tu procèdes pour la vente de tes œuvres? Je sais que tu nous as expliqué là que tu vas faire comme une galerie dans le remolque et tout, mais je sais que tu as aussi utilisé la stratégie des réseaux sociaux pour vendre tes œuvres. Je voyais aussi que tu faisais des stories chaque fois que tu peignais l'œuvre ou même quand tu allais peindre dans un endroit, tu le postais pour que les gens soient vraiment attentifs à ce que tu allais peindre et tout au processus. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, tu pourrais nous expliquer cela? Ça fait vraiment pas longtemps, comme je disais tantôt, que je fais des toiles et que je les vends parce que normalement, c'est des commandes personnalisées. Donc, je ne sais pas tant de promouvoir mes peintures parce qu'ils sont déjà vendus quand je les publie. Mais là, c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'arrêter de faire pour pouvoir faire mes propres toiles qui, moi, me donnent envie. Tu sais, des toiles que j'ai le goût de faire. Puis finalement, ces toiles-là, c'est des toiles que je dois faire dans mes voyages. Mais tu sais, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont déjà dit ah, si tu vas faire tel paysage à tel endroit, ben, je vais te l'acheter. Fait que, finalement, tu sais, je veux pas, donc, je mets pas tant d'énergie pour vendre les toiles que je fais, mais je mets de l'énergie pour aller chercher plus de gens possible qui vont me suivre, parce que cette visibilité-là, ben, c'est elle qui va me permettre de vendre mes toiles rapidement. Donc, ouais, c'est ça. Là, je t'entends juste sur Instagram, c'est normal. Ah, ok. Est-ce que tu peux lancer le Instagram? Ouais, on a plein de messages sur le chat de Zoom qui disent merci Samuel pour ton authenticité, très intéressant, je vais continuer à suivre ton parcours. Anne-Renée, merci. Après, il y a Daphné qui dit merci Samuel, tu es très inspirant. Carl Gagnon qui dit très pertinent, très intéressant, très stimulant. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc, il y a plein de messages. Christophe qui dit merci Samuel. Quelle belle conférence. Sylvie, bravo Samuel. Très inspirant. Bonne continuité. Il y a énormément de messages. Moi, je pourrais continuer à. Je ne sais pas, les gens n'ont pas de questions. Moi j'ai des questions.
Je ne sais pas si vous voulez continuer la conférence. Moi, je suis un peu intéressée dans ton futur parce que je vois beaucoup que tu peins sur toile, mais est-ce que moi, j'interviewe dans Street Art in Action, j'interviewe énormément d'artistes urbains qui peignent dans des murales, dans des grands murales qui changent l'espace urbain. Donc, est-ce que tu serais, dans un futur, tu envisages de devenir un street artiste mural, faire ses toiles et changer le paysage, genre, pas changer le paysage, mais modifier l'espace urbain en peignant sur des grandes toiles, disons que c'est des murs? Ouais, ben, dans le fond, de plus en plus, j'essaie de peindre sur grand format parce que j'aime ça. Puis il y a des façons vraiment intéressantes là, de faire des croquis. Moi, je fais beaucoup de croquis sur Illustrator combiné avec Procreate sur l'iPad. Puis ça me permet ensuite de projeter le croquis puis de savoir de quoi ça va avoir l'air d'avance. Puis de le projeter sur une toile très gros format. Fait que je suis habitué là, de faire des. Mettons, parce que 36 par 48 pouces, c'est pas mal le plus gros qui se livre bien, parce qu'après ça, il faut payer pour le transport qui est vraiment overcharge quand il y a une certaine grosseur de la toile. Mais bref, j'aime vraiment ça, peindre sur des gros formats. Puis une façon de le faire, c'est en utilisant un projecteur. En prenant un croquis qui est déjà fait, puis utiliser un projecteur. Et ça, c'est des choses que je connais déjà, puis que je fais déjà avec mes toiles, puis qui sont vraiment utilisées par les artistes qui font des murales. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, de laisser ma trace à un endroit que, moi, je trouve ça absolument formidable. J'ai juste pas eu encore la chance de le faire. Je suis encore disons, émergent, même avec mes toiles à moi. Donc, je me concentre là-dessus pour l'instant, mais oui, ça serait vraiment dans mes objectifs futurs de faire des murales. Bon, c'est super. Ben, on a une autre interview sur Street Art in Action avec les grands murales dans un futur. Et aussi, j'avais comme question, est-ce que, on sait que tu vends toi-même tes toiles et tout, est-ce que tu envisages t'associer avec une galerie et par exemple vendre tes toiles avec une galerie en particulier, ou bien aussi d'exposer dans une galerie tes toiles, ou bien tu vas aller par toi-même avec ta vanne ou avec la croisière en train de vendre tes toiles? Ça, c'est une question. Oui, très bonne question. Je pense. Ouais. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'avais, dans mon parcours avant la résidence artistique à Berne, puis disons à partir de l'automne, j'avais pour but d'ouvrir une galerie d'art qui était destinée à des artistes émergents canadiens qui n'avaient pas nécessairement la visibilité qu'ils devraient avoir en fonction de leur talent. Même si j'ai mentionné plutôt que le talent, c'était très subjectif, il y a quand même des gens qui ont une technique incroyable, qui ne sont pas du tout connus. Je trouvais ça triste. Puis l'autre chose, c'est que si ces gens-là veulent commencer à quelque part, comme moi, là, je suis émergent moi aussi. Mais c'est parce que si tu veux commencer à quelque part, tu commences à être exposé dans des galeries, puis ces galeries-là peuvent prendre entre 40 à 50% de commission sur chaque vente. Moi, je trouve ça absolument ridicule. Je trouve ça vraiment pas respectueux pour les artistes. Puis, je trouve que t'as bien beau monter tes prix, c'est pas. Ça reste que la galerie ne fait pas grand-chose pour ramasser 50%. Fait que moi, je voulais ouvrir une galerie d'art qui était basée sur le volume d'œuvres à vendre. Puis, donc, on vend plus d'œuvres, mais on fait une moins grande commission. Fait qu'on encourage plein d'artistes. Là, le problème avec ça, c'est que quand tu as une galerie, tu veux mettre en valeur la toile que tu exposes. Et tu ne veux pas qu'il y ait plein de cochonneries autour. Le but, c'est d'avoir une œuvre et un œuvre blanc. Mais c'est un choix à faire à un moment donné parce que tu as le local à payer, puis il y a beaucoup de contraintes. Et finalement, je me suis rendu compte, puis ça rentrait encore dans ce que je parlais là, des motivations derrière nos choix. Puis je me rendais compte que ma motivation, c'était encore de faire de l'argent. Fait que c'était pas les bonnes motivations. Fait que dans cette optique-là,
Si mes toiles, ça pogne, puis je suis capable de les vendre par moi-même, c'est sûr que je n'encouragerai pas une galerie. Fait que s'il y a une galerie qui veut de moi, puis que je suis capable de d'imposer mes contraintes, ben oui, je peux être exposé en galerie, mais je ne veux pas être exposé à tout prix. Vraiment pas. Oui, je comprends. C'est pour ça que j'avais des doutes sur cette question. Je voulais te la poser. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait lui Mais poser là, j'ai une une question. question dans le live. Comment? J'ai une question dans le live d'Anthony Lapointe que je viens de voir. Là. Je sais Ah pas oui, justement, maintenant. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'ont oublié du monde? Wow, beaucoup. Laisses-tu une petite partie de toi-même dans chacune de tes œuvres? Sentiments, état d'esprit, etc. Oui, ça dépend vraiment. Quand je fais une commande, je me mets beaucoup de pression, puis je veux que le résultat soit à la hauteur des attentes du client. Fait que je me laisse pas mal moins aller. Et je pense que cette trace-là de laisser mon empreinte dans la toile, pas nécessairement le plugger, parce que je veux pas. Mais pour moi, cette toile-là, elle représentait énormément sur le plan de justement d'arrêter l'alcool. Quand je dis arrêter l'alcool, c'est juste parce qu'avant, je buvais énormément d'alcool. Là, c'est juste de réduire ma consommation d'alcool, de boire beaucoup moins, de recommencer tranquillement, de boire comme une personne normale. Je ne suis pas complètement en problème, là, mais pour moi, mon problème d'alcool, c'était quand même quelque chose qui me dérangeait. Puis, je voulais faire une différence dans ce milieu-là parce que j'ai travaillé en réadaptation en dépendance. Fait que j'ai fait une toile pour les 72 heures de peinture en direct pour Expression Montréal, qui est un organisme artistique créé par le HEC Montréal. Puis, le but, c'était de donner tous les profits, ou tout l'argent qui est, pas les profits, en fait, tout l'argent qui allait être fait avec ces toiles-là à l'organisme du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. Puis, j'ai fait une 36 par 48 pouces. Puis, ça, c'est vraiment la toile dans laquelle j'ai le plus laissé mon empreinte, mes émotions dedans. J'ai peint pendant 24 heures. Puis, j'ai bu en quantité industrielle, justement pour mettre dans ce tableau-là, puis je me suis filmé pendant, pour livrer un résultat qui était affecté par l'alcool, justement. Parce que c'était ça la thématique que moi je m'étais donnée. Mais c'est pas toujours le cas. Je dirais que les toiles que je vais faire en road trip, oui, je vais laisser beaucoup d'une empreinte, d'une partie de moi-même dedans. Je t'entends encore juste sur l'Instagram. Voilà. Ok. Il dit, bonjour Samuel, tu n'as jamais été attiré par des études en art. Est-ce qu'il y a des raisons en particulier? Oui, non, je suis très intéressé par des études en art. D'ailleurs, je suis inscrit au certificat en art visuel, en art plastique, pardon, à l'Université Laval à l'automne. Sauf que là, je suis un petit peu dans un dilemme parce que ma carrière commence à, à popper. Puis j'ai comme l'impression que de faire un certificat en ce moment, ça ne serait pas le meilleur move. Peut-être que je vais attendre que j'aille plus de visibilité. Je ne sais pas encore si je vais le faire, mais je ne mets vraiment pas de côté le fait de faire un certificat en art. C'est sûr que je ne veux pas faire un bac en art visuel parce que tout ce qui est installation, sculpture, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent vraiment, mais à un moment donné, il faut choisir ses batailles. Puis moi, ce que je veux, ce serait de perfectionner mes techniques en peinture. Fait que je dirais vraiment sélectionner les cours du bac en faisant un certificat qui est vraiment axé sur la peinture.
Et est-ce que tu aimerais collaborer avec un autre artiste ou est-ce que tu as un artiste référent avec lequel tu aimerais bien faire une toile ou même partir avec ta vanne Parce que vu que tu es, un artiste émergent, peut-être que tu as des référents avec lesquels tu aimerais bien peindre aussi pour apprendre un peu de leur technique, de leur façon de peindre. Mais là, c'est des rêves, là, parce que c'est quand même des artistes qui sont connus. Mais j'admire vraiment le travail de Jean-Simon Bégin, qui est un peintre à l'huile. Puis, il est encore plus connu, je pense, pour sa photographie. Il fait de la photographie animalière dans des conditions, là, vraiment. Des fois, il passe 4 jours au froid en camping en hiver pour photographier un lynx. À Banff, j'ai dit ça, puis les gens disaient ah, on s'en fout, il y en a partout des lynx, mais ici, c'est vraiment rare. C'est vraiment quelqu'un que j'admire parce qu'il combine, ben, il combine pas. Moi, j'essaie de combiner l'art et le plein air ensemble, mais lui, il fait les deux séparément, soit en photographie ou en peinture. Puis c'est un peintre vraiment extraordinaire. Sinon, un autre peintre que j'admire beaucoup, qui lui était connu pour peindre sur ses skis, il se faisait appeler le peintre skieur. C'est Jean-François Racine. Donc, lui, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant aussi là, dans ses propos. Donc, ce seraient deux artistes que j'aimerais beaucoup apprendre à connaître. Super. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ou sinon, on va finaliser cette rencontre. En tout cas, pendant qu'il n'y avait pas de questions, puis peut-être que ça va se terminer, je voulais remercier tout le monde, premièrement, d'avoir participé. Puis c'est la première fois que je fais une conférence. Puis je ne sais pas si ça s'est bien passé, mais moi, j'ai eu du fun, c'est important. Puis j'aimerais aussi remercier vraiment beaucoup les Récollets bâtisseurs pour leur offre de faire une conférence et d'avoir une confiance en moi, alors que moi, je n'avais pas confiance en moi. Puis j'aimerais aussi te remercier, Paula, pour tout le travail que tu as mis dans cette conférence-là et pour aussi d'avoir diffusé la conférence sur le Street Art in Action. C'est très gentil. Bon, merci énormément, Samuel. Moi, on est vraiment contente de t'avoir entre nous, d'avoir fait cette conférence parce qu'on voulait vraiment te découvrir ce que tu faisais. Et je pense qu'au début, c'est compliqué de faire sa première conférence, mais tu l'as vraiment super bien fait. On a vraiment apprécié tu le racontais vraiment comme une histoire. On était tous très attentifs. Au moins, moi, j'ai adoré. Et on va suivre ton parcours. C'est génial. Peut-être dans un futur, on refera une et tu seras un peintre super reconnu dans le monde. Donc, merci à tous aussi d'avoir participé dans cette conférence. On va en faire une autre le 26. Donc, si vous avez aimé, on sera avec Nancy Paquetin. C'est une autre artiste aussi. Donc, si vous avez aimé, vous le verrez sur les Récollets bâtisseurs. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous aurez toutes les informations. Donc, merci énormément. Et merci, Samuel, pour. Ben, ça fait plaisir. Merci à vous. Puis une bonne soirée à vous. Et bonne soirée. Merci. Okay, bye. bye. Bye bye.